Bonjour à tous, bonjour Bertrand. Bonjour, bonjour Charlie. C'est un premier événement pour nous qui est filmé. Donc là, on est au cabinet et on a notre photographe et notre vidéaste préféré. On mettra ses coordonnées en commentaire dans la description qui vient et qui va nous enregistrer. On a changé ce format. Jusque-là, on faisait des petits déjeuners, mais vous nous avez fait comprendre que les petits déjeuners, c'était pas trop votre truc. Parce que il faut se lever tôt, parce qu'il faut gérer les enfants et tout ça. Et donc vous nous avez dit, ce serait mieux quand même si on pouvait vous écouter au milieu de la nuit, le samedi soir et tout ça. Alors c'est la première fois que quelqu'un m'a dit qu'on voulait écouter ma voix le samedi soir, mais du coup j'ai pris ça comme un compliment et j'étais flatté. Donc on a décidé de vous faire des masterclass, des espèces de vidéos sous un format d'1 heure. Si vous n'avez pas envie de tout regarder, il y aura du chapitrage qui sera fait directement dans la vidéo et vous pouvez aller au moment qui vous parle ou qui vous intéresse le plus. Et donc c'est une première pour nous, c'est un long plan d'1 heure, il n'y a pas de montage parce qu'on voulait garder simplement la qualité de nos échanges, on voulait garder les silences aussi parce qu'ils sont importants les silences quand on dit quelque chose. Donc voilà, c'est énormément d'impro également. C'est une discussion entre professionnels. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Bertrand Weckel de la société Atrisk. Alors Bertrand, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta société, s'il te plaît? Oui, alors en quelques mots, donc la société Atrisk est une société de conseil, de formation et d'expertise dans tous les sujets qui traitent de la gestion de crise, la continuité d'activité, la gestion des risques de toute nature pour des sociétés de toute taille ou des structures publiques. Donc on existe maintenant depuis 14 ans. Le siège est en Alsace et on est présent dans toute la France avec des bureaux à Paris et à Aix-en-Provence. Et le groupe Pertinence est notre expert comptable, donc on a l'habitude de travailler ensemble et ils nous connaissent bien, ils connaissent bien notre métier. Oui, ça fait longtemps qu'on se connaît, on s'était rencontrés au CJD il y a maintenant un paquet d'années. Il y a un paquet d'années, ouais. Il y a un paquet d'années, ouais. Et j'étais président du CJD pendant le Covid, du CJD de Mulhouse. Pendant le Covid, et c'est là que véritablement j'ai appris à connaître ton activité parce que c'était pour toi, c'était un petit peu la haute activité avec la gestion de crise au niveau du Covid. Je pense que tu pourras nous en dire un petit mot aussi. Qu'est-ce que ça a changé pour toi la période du Covid. La période du Covid est un paradoxe. Avant la crise de la Covid, alors bien sûr, je ne donnerai pas de nom de société, mais je pense que c'est important pour les auditeurs. Dans des sujets, par exemple, continuité d'activité, des réponses qu'on avait, nous, assez classiquement, c'est mais vous abordez des sujets qui n'arrivent jamais. Qu'on ne peut jamais rencontrer, ou non mais on arrivera bien à se débrouiller, on arrivera bien à gérer, ou on a géré tellement de choses qu'on s'adaptera. Et on a même entendu sur une réflexion de continuité d'activité où un de mes collègues avait interpellé une organisation en disant mais un de vos scénarios, votre activité pourrait être la pandémie. 6 mois avant, nous dire mais ça n'arrivera jamais, vous êtes bien d'accord, vous êtes en train d'évoquer de la science-fiction. Et en fait, le métier dans lequel j'évolue est un métier qui tourne autour de toutes ces questions de l'incertitude et des sujets qu'on ne peut pas prévoir. Donc le Covid, pour nous, a été à la fois un révélateur pour tous les gens avec qui on a travaillé en disant en fait, des sujets comme ça peuvent nous arriver. Alors, on est sur le sujet extrême, on reviendra forcément sur des exemples peut-être plus simples. En même temps, ça a généré quelque chose d'assez surprenant dans les entités. Aujourd'hui, c'est une forme de surconfiance. Maintenant, comme on a su gérer le Covid, on arrive à gérer beaucoup de choses. Oui et non. Aujourd'hui, on a un peu cette réaction de surconfiance. Donc ça. C'est un peu une réaction assez surprenante. On a fait face à, donc on saura faire face à tout. Le Covid s'est déroulé quand même dans un contexte très encadré, très normé, où la réponse à beaucoup de questions nous a été apportée de manière très descendante par l'État. On ferme. On vous finance via un PGE, on vous accompagne de telle manière, de toute façon on était contraints. Donc il y a un moment donné, il faut prendre aussi du recul par rapport à la manière dont on a géré. Mais c'est vrai que cette période-là, pour nous, a été extrêmement riche parce que, en fait, on a accompagné beaucoup de nos clients. Donc, nous, d'entrée, 17 mars, à partir du 17 mars, de toute façon, la veille, on avait déjà fermé, parce qu'on savait que ça allait fermer. Et durant toute cette période-là, on a accompagné en temps réel, on avait jusqu'à 50, 60 entreprises qu'on accompagnait en même temps, à la fois sur de la veille, donc voilà ce qui pourrait se passer, sur de la réflexion d'anticipation ou sur de l'aide à la décision.
et parce que ça pourra nous éclairer derrière, un travail que par exemple moi j'avais, moi j'étais en pilotage de toute mon équipe, et je vous disais on est présent dans toute la France. Et au début du Covid, il fallait donner du sens à ce qui était en train de se passer. Typiquement, par exemple, quelqu'un qui est dans mon équipe qui était basé à Avignon, qui revenait en plus d'Afrique, donc qui avait traité de sujets et échangé avec des gens qui avaient vécu Ebola. Il y a un moment donné où, pour qu'il accompagne correctement une entreprise qui était en Alsace, je lui dis écoute, ma réalité, c'est ça. La réalité du village dans lequel j'habite, c'est tant de personnes hospitalisées, les gens réagissent de telle manière, etc. Parce que lui, sa réalité, c'était au début mi-mars, c'était je vais faire du VTT tous les jours et je suis très tranquille et puis il se passe rien, on se fait la bise comme avant. Et donc donner une réalité, voilà, c'était un des enjeux. Donc le Covid est extrêmement riche en termes de prise de décision, en termes d'organisation, et je pense que ça a été un révélateur quand même si aujourd'hui les organisations ont l'impression de pouvoir faire face à beaucoup de choses, qu'il y a quand même beaucoup de choses qui nous menacent dans nos pilotages, dans nos prises de décision, et qu'on a des décisions à prendre dans des environnements qui deviennent de plus en plus mouvants. Ouais, je suis assez d'accord. Je voulais précisément faire cette rencontre que j'avais intitulée l'optimisme, c'est prévoir le pire. Parce que je pense que c'est quelque chose qu'on a un peu mis de côté pendant fort longtemps avec le fameux non mais ça ira. En fait, alors, nous, une de nos approches, c'est vraiment de travailler sur les questions des facteurs humains, et ce qu'on appelle les facteurs humains et organisationnels dans l'évaluation du risque, la gestion du risque et la prise de décision. Le SAIRA que tu évoques, en fait, ça a un nom en facteur humain. C'est globalement, ou je le définirais comme ça, l'être humain a une forte tendance, c'est vraiment une caractéristique, à chercher à réduire son anxiété. Donc face à une problématique, quelle que soit la nature, les petites phrases magiques du style « mais on s'en sortira bien », ça ira, ou le scénario du pire n'arrivera pas, en fait, deviennent presque des mantras. Est-ce que c'est de la méthode Coué, quoi que ce soit, mais on sait que, en fait, c'est logique, pour pouvoir agir, pour pouvoir continuer à avancer, pour pouvoir, entre guillemets, affronter le mammouth, à un moment donné, il faut que je garde une dose de positivisme, donc je me dis « ça ira ». Une des problématiques, c'est que pour pouvoir anticiper et se projeter dans un temps qui arrive derrière, si sur la prise en compte des risques professionnels, je me dis, comme c'est jamais arrivé dans mon métier, je le vivrai jamais. Si sur des problématiques financières, je me dis, non, mais ce client, je peux lui faire confiance, donc ça se passera toujours de cette manière. Ou mon activité a toujours existé, donc elle existera toujours. Ou forcément, on ne confinera jamais le pays entier, c'est pas possible. Si je suis dans ces postures-là, en fin de compte, je ne peux que être confronté à des murs à un moment donné. Et se poser la question de mais qu'est-ce qui peut m'arriver, qu'est-ce qui me ferait le plus poserait le plus de difficultés, c'est pas forcément générer des peurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une évaluation du risque, si certaines des personnes qui nous écoutent font des sports à risque ou des activités à risque, à un moment donné, quelqu'un qui fait de l'escalade, quelqu'un qui fait de la spéléologie ou quoi que ce soit, c'est une vraie évaluation du risque. Parce que c'est clair. C'est ce que j'allais te dire, en fait, parce que moi, le ça ira et de me dire que finalement, dans la vie, il peut pas m'arriver grand-chose, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis entrepreneur. Si j'ai pas ça, je fais pas le tiers des projets que j'entreprends. C'est cette capacité de me dire que finalement, je mourrai jamais de faim, je serai jamais à la rue. Et alors, en plus, pour moi, c'est un peu plus simple, j'ai pas d'enfant ni rien, donc une fois, si tu veux, le pire qui puisse m'arriver, c'est de perdre mon piano. Mais un piano, au pire, j'en rachèterai un autre, tu vois. Mais ça va bien se passer globalement dans ma vie. Ça, j'en suis à peu près persuadé. Et ça me laisse une liberté énorme, en fait, si tu veux, pour faire mon job d'entrepreneur, qui est de prendre des risques pour essayer de créer des opportunités, de faire des choses comme ça. Mais d'un autre côté, je suis d'accord avec toi, que le fait de me dire que je suis simplement pas invulnérable et que je pense un des plus gros risques dans mon entreprise, au niveau du cabinet, on est 12, c'est que je me prenne un arbre en bagnole. Ou que, à force de travailler comme un benet et de mener 1000 projets, soit professionnels, soit artistiques en même temps, je fasse un AVC à 42 ans. Je veux dire, c'est clairement le risque principal de ma boîte, je pense que c'est moi. Alors ça, c'est une analyse du risque. Ouais. À un moment donné, de se poser cette question-là. Ouais. Et j'ai envie de rebondir sur ce que tu évoquais, l'entrepreneur, parce que forcément, on n'est pas entrepreneur si on n'a pas le goût du risque, à un moment donné. Je suis un ancien officier de sapeur-pompier. Souvent, des personnes me disent, mais ça te manque pas. C'est une dimension opérationnelle du métier de pompier, où forcément, il y a l'adrénaline du risque, etc.
Et alors, parfois ça titille quand je réponds ça, je dis, mais paradoxalement, j'ai presque l'impression, à titre personnel, d'être plus en risque et plus souvent aujourd'hui dans mon métier, que ce soit en faisant de manière complètement improvisée une intervention de ce type-là, en allant chez un client ou en conseillant quelqu'un sur des enjeux majeurs à 3 heures du matin, en lui disant, moi, mon avis, c'est que sur ce sujet-là, il faudrait faire ça. Et paradoxalement, je retrouve cette dimension adrénaline que j'avais dans mon ancien métier. Donc, un entrepreneur aime le risque. Ce qui moi, m'interpelle, c'est que derrière cette notion j'accepte le risque quand je suis entrepreneur, quand je suis cadre dirigeant. En plus, si je suis entrepreneur, cadre dirigeant, c'est que j'aime décider. On se met dans une posture où, et on n'est pas égaux par rapport à ça certes, mais on se met, et je vois beaucoup de gens se mettre dans une posture où on ne se prépare pas à. Et je trouve que là, ça frise l'irresponsabilité. C'est-à-dire la question, quand tu dis aujourd'hui, le premier risque de ta boîte, c'est toi, ok. Est-ce que tu as mis quelque chose en place par rapport à ça? Parce que tu le sais aujourd'hui, ou est-ce que tu te dis, non, mais c'est bon, l'équipe et la conscience d'eux. Moi, j'avais le problème. Je suis fondateur, je crée une boîte, on est 3 à l'origine, on grandit avec le temps. À un moment donné, on se rend compte que je suis un entonnoir, que je maîtrise tous les processus et que je suis clé dans tous les sujets. Donc, je deviens un risque pour la boîte. Alors, on me dit, oui, il y a des garanties homme-clé, ok, c'est du financier. Il y a l'accès aux données et puis pouvoir, ouais, d'accord, très bien, tout ça, on le met en place. Mais le vrai enjeu, et il m'a fallu des années avec mon équipe, c'est de casser les processus pour que je sois plus indispensable. Aujourd'hui, je sais comme toi que s'il m'arrive quelque chose, la boîte sera en difficulté, mais je sais qu'ils ont les clés pour reconstruire. Et je me suis posé cette question-là. Et quand on m'a posé la question dernièrement, comme on a des projets un peu innovants, donc on est dans une période, tu connais notre situation de croissance, donc forcément on est plus fragile dans une période de croissance, on est dans une situation à risque, on a renforcé notre garantie homme-clé. Et la garantie homme-clé qu'on a mis en place, c'est mon collègue DG comme moi qui est sur Paris, c'est de dire, s'il m'arrive quelque chose, il faut qu'on ait au moins 8 à 10 mois de sa masse salariale qui soit financée pour que pendant cette période-là, il puisse se consacrer qu'à reprendre les rênes intégrales de la boîte, etc. et pas être sur de la mission et du consulting, etc. parce qu'on a un métier où on a forcément, même si on est dirigeant, on est aussi à la prod. Donc la question c'est ça, c'est est-ce que tu l'as identifié, mais est-ce que tu as mis ce qu'il fallait? Alors on a eu un raisonnement un peu cynique avec Olivier, on s'est dit, tu sais, en septembre, tous les ans, on va faire une balade on va faire un week-end quelque part avec le cabinet, parfois on prend la bagnole, parfois on prend le train, parfois on prend l'avion. La dernière fois, on a pris l'avion et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend un avion différent chacun? Puis finalement, on a volontairement pris le même en se disant, comme ça, s'il se passe quelque chose, on ne laissera pas d'emmerde à l'autre. Mais en fait, c'est intéressant. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que derrière l'analyse des risques, si on fait appel c'est comme la question de la prévention des risques professionnels, etc. Souvent, les cadres dirigeants disent, mais j'en ai marre de faire appel à ces spécialistes, en fait, ils m'empêchent d'avancer. Donc, je veux pas qu'il soit là parce qu'en fait, il m'empêche d'avancer. Il me sort toutes les 2 minutes le cadre réglementaire, me rappelle ma responsabilité. C'est bon, je sais que j'en ai une, donc je le vis mal. Donc, je veux pas y aller. Et donc, j'intervenais beaucoup en université. J'ai arrêté sur justement des gens qui allaient prendre des fonctions de responsable sécurité dans des entreprises, gestion des risques, etc. J'en disais toujours à ces jeunes, je disais, mais déjà une chose, intéressez-vous à d'autres sujets que la dimension technique. Donc, lisez les échos, lisez des dimensions économiques, mettez-vous dans une posture managériale et à un moment donné, aidez les gens à décider sur des vrais enjeux et à arbitrer. En disant, et dans ton exemple, la réponse au risque, c'est pas forcément de mettre en place une grosse barrière de prévention. Ça peut être de faire du transfert. Là, vous avez fait une forme de transfert qui est de dire, on prend un risque, on sait que si ça nous arrive, ça veut dire la mort de l'entreprise, point. On l'a acté et c'est comme ça. Mais on s'est posé la question. Et ce que je trouve un peu choquant dans beaucoup d'entreprises, c'est qu'il y a plein de sujets sur lesquels, en fait, on ne se pose pas la question en amont. Parce qu'on ne veut pas la creuser. On va dire c'est une perte de temps. On ne peut pas tout prévoir. Alors là, le grand sujet actuellement, c'est le cyber. Le nombre d'entreprises qui sont attaquées, etc. Il y a une question très simple qu'on peut poser à toute entreprise. C'est, est-ce que vous vous êtes posé la question de demain, si vous êtes attaqué, est-ce que vous payerez la rançon ou pas? Alors certains vont dire, non, mais j'ai pas été attaqué, j'attendrai de voir venir. Mais non, vous le savez à l'avance.
Donc posez-vous la question, ça prend quoi? Dans une réunion de direction, une réunion de cadre ou avec 2-3 collègues en fonction de votre taille, pendant 20 minutes, on se pose juste la question ensemble, ce sera quoi notre guideline si demain on se fait attaquer? Est-ce qu'on payera? Et auquel cas, quelle est la conséquence de payer une rançon, etc. Ou est-ce que de toute façon, éthiquement, on a décidé qu'on ne payerait pas? Moi, je peux vous trouver plein de situations où cette posture éthique sera peut-être difficile à tenir, mais cela posé en amont, c'est quand même déjà sauter intellectuellement un problème de la tête. C'est-à-dire que si ça nous arrive, on sait qu'on devra mettre en place des mesures, etc. Typiquement, sur la menace cyber, on est menacé comme tout le monde. Je posais la question dans notre équipe, on a notre dispositif, etc. Moi, aujourd'hui, je sais dire, dans le scénario du pire, si des hackers pénètrent, etc., combien de temps de données je risque de perdre, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et donc, je sais quel est le risque acceptable. Et le risque aujourd'hui que j'ai dans ma société, celui-ci, je l'accepte. Donc, je sais que je ne payerai pas. Et donc, si un hacker m'écoute, il ne venait pas nous attaquer, je ne payerai pas. Donc, c'est pas intéressant. Mais deuxième chose, je sais aussi combien de temps on va perdre. Et que ce temps-là, c'est un risque acceptable. Ouais, c'est ça. C'est toujours pareil, c'est à quoi tu es prêt à renoncer finalement. Quelque part, oui. Mais se poser la question est quand même important. Et un truc que tu as dit qui est super intéressant, et quand on a commencé à travailler ensemble, en fait, j'ai un peu changé de position par rapport à ça. C'est le document unique de prévention des risques. Ouais. Au départ, honnêtement, moi je voyais ça comme une contrainte supplémentaire. Enfin, ça faisait partie du package de ce que tu devais faire en fait au niveau RH. Tu avais le plan senior, tu avais le plan égalité homme-femme et tu avais le document des risques professionnels. Si tu veux, c'était dans la liste. Et puis tu checkais que tu avais bien tout rempli. Et puis c'était avec le règlement intérieur et tout ça, que là, que tu regardais que tu avais bien tout, tu mettais ça dans la boîte et puis hop là. Clairement, j'ai géré ça comme une contrainte réglementaire pendant beaucoup de monde. À peu près 10 ans. Je dis clairement. Et je disais à mes clients, mais écoutez, vous savez quoi, y a deux solutions. Soit vous décidez de le faire vous-même, soit vous décidez d'appeler la médecine du travail et puis voilà, vous avez quelqu'un qui va venir vous le faire. Ou alors vous faites appel à quelqu'un dont vraiment c'est le métier. Là, vous aurez quelque chose d'un petit peu mieux. Il me dit, il faut faire quoi? Je dis, écoutez, moi, je n'ai pas d'avis sur la question. Franchement, que vous fassiez l'un ou l'autre, pour moi, ça ne change rien. Tant que vous avez un document des risques professionnels, c'est bien. Par contre, je disais, il faut quand même faire gaffe parce que si vous n'avez pas le document des risques professionnels, s'il se passe quoi que ce soit dans votre boîte avec votre salarié, dans ces cas-là, c'est considéré comme une faute inexcusable de l'employeur. Et là, vous pouvez avoir la sécu si maintenant, je sais pas, tu as un truc bête, hein, tu as ton salarié, il vient et puis il tombe dans l'escalier, il se pète la jambe, et puis tu n'as pas de document unique des risques professionnels, c'est un accident du travail, et la sécu va venir te voir en disant, vu que c'est une faute inexcusable de l'employeur, pourquoi est-ce que la société, autrement dit moi, devrait payer pour ça? Non, c'est toi qui vas payer tous les frais médicaux et tout ça. Et c'est toi qui vas payer tout ça. Et donc, en fait, moi, je disais à mes clients, écoutez, faites un document des risques professionnels, faites-le à peu près sérieusement, mettez-le à jour une fois par an, et puis ce sera bien. Et puis, un jour, on en a parlé, et en fait, je m'étais jamais posé la question sous cet angle. Nous, on a une spécialité qui est du RGPD. Le RGPD, c'est donc la protection des données personnelles. C'est pas le sujet, on va dire, ni prioritaire, ni le plus glamour que tu puisses imaginer dans une boîte. Parce que ça passionne pas les foules. Et donc, c'est géré comme une obligation réglementaire, en fait, quoi. Et après avoir fait ma certification RGPD à Sciences Po, j'ai décidé de prendre le problème complètement à l'envers et de me dire, je vais pas faire de la conformité, mais je vais faire de la valeur ajoutée qui contient de la conformité, en fait. C'est-à-dire, cette obligation légale, elle est là. Voilà, on n'a pas à être d'accord, c'est comme une montagne, c'est là. Ça, faut que je le fasse. En faisant ça, qu'est-ce que je peux gagner pour ma boîte et qu'est-ce que je peux faire gagner à mes clients là-dedans? On parlait de la cybersécurité, on peut mener une vraie approche de cybersécurité dans le cadre du RGPD. Mais on peut l'avoir de plein de façons différentes. On peut également se dire, savoir où sont ces données, quelles sont les données qu'on détient en interne, ça peut être hyper intéressant parce que je peux les utiliser, ou alors ça peut aussi éviter que j'ai des données en quintuple exemplaire, voire plus. Partout. Et comme je peux aussi faire une évaluation du risque et me rendre compte que, mais c'est tracé, qu'en fait, sur mon risque données personnelles, le risque est assez limité et que je ne dois pas mettre d'action pour. Et décider que c'est pas un sujet chez moi et c'est un risque que j'assume.
Et ça m'est déjà arrivé de dire à des clients, écoutez, chez vous, je suis désolé, mais le RGPD, c'est pas du tout votre priorité. Je sais que vous m'avez appelé pour ça, mais je veux dire, non. Par contre, le gars qui est sur son échafaudage et qui n'a pas de casque, oui, il faut commencer par gérer les problèmes dans l'ordre, commencer par lui mettre un casque, et puis ensuite on gérera ses données personnelles à ce gars-là. Mais du coup, moi j'aimerais bien que tu me redises un petit peu comment est-ce que vous envisagez la problématique du document unique sur les risques professionnels au sein d'une entreprise et à quoi ça peut servir au niveau de l'anticipation. Alors, je dirais que je vais le situer à plusieurs niveaux. Le document d'évaluation des risques professionnels et les actions liées, ça c'est important, tu as raison, peut être vu d'une manière mais complètement théorique. Et aujourd'hui, l'autre jour je lisais un article, j'en revenais même pas. On a quand même plus de 50% des entreprises qui n'ont pas de document d'évaluation des risques professionnels. Du tout. Tu l'as évoqué, tu as donné l'exemple de la sécurité sociale. On va prendre 2 autres exemples. Le risque pénal du dirigeant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il se passe quoi que ce soit... L'obligation de protection du salarié. Le Code du travail le précise. C'est-à-dire qu'on doit assurer la protection de nos salariés. J'ai pas mis ce qu'il fallait en œuvre. Concrètement, la meilleure preuve, c'est un document d'évaluation des risques professionnels. Malheureusement, demain, vous avez un accident grave. Arrive une enquête de police ou de gendarmerie. Premier élément qu'ils vont demander, c'est dans l'expertise, c'est est-ce que vous avez votre document d'évaluation des risques professionnels. Il n'est pas là. Premier manquement grave. De toute façon, là, on est sur le risque pénal. Au-delà de ça, dans une position d'expertise, si moi je vais regarder dans une entreprise un document d'évaluation des risques professionnels, je vais lui donner le mois, il me faut à peu près 10 secondes pour savoir s'il sert à quelque chose. Premier élément, déjà je regarde comment il a été fait. S'il a été fait il y a 5 ans par un cabinet extérieur comme nous, etc., et qu'il y a marqué plan d'action à mettre en œuvre en 2019 et qu'il n'y a pas de suivi de mise à jour, ça signifie qu'en fait il a été mis dans un tiroir et il ne vit pas. Donc si moi il me faut 10 secondes pour le voir, un enquêteur, en cas de sinistre ou quoi que ce soit, il lui faudra le même temps pour constater, parce qu'il va faire appel à un expert judiciaire qui va être de profil comme le mien, et qui concrètement va faire le même constat et qui va dire, en fait, ce document unique a juste été fait pour dire qu'il y en a un, mais il ne vit pas. Or, l'esprit du document unique, c'est bien de dire que l'employeur, au travers d'un document, évalue les risques professionnels auxquels sont soumis ses salariés et met en œuvre des actions correctives et les suit pour protéger la santé physique et psychique, donc il y a tout ce qui est aussi risques psychosociaux derrière, la santé physique et psychique de ses salariés. Alors on va prendre des exemples concrets, mais il y a un autre risque qu'on sous-estime, c'est le risque assurantiel. Dans tous nos contrats d'assurance, responsabilité civile, etc., il y a en introduction de nos contrats une première mention qui dit toujours « sous réserve de respect de la réglementation ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise s'engage à minima à respecter la réglementation. Donc s'il y a un premier manquement à la réglementation, l'assureur est en droit, il n'est pas obligé de le faire, mais il est en droit de dire, écoutez, on va négocier le montant garanti. Et donc là, on a un vrai risque sur les entreprises qui n'ont pas de documents d'évaluation des risques professionnels. Mais après, le problème, c'est que vu comme ça, on va retomber dans ce que tu évoquais, qui est, c'est une contrainte. La conformité. C'est de la conformité, point. Alors, au-delà de la conformité, il y a un deuxième élément qui est la protection. On a travaillé avec une société qui est dans la scierie industrielle. La scierie industrielle est égale à je produis de la poussière de bois. La poussière de bois est classée comme un produit CRM, donc risque de cancer. Par rapport à ce risque-là, une fois que tu l'as évalué dans ton risque professionnel, etc., tu sais que tu exposes tes salariés à ce risque-là, il existe un moyen de savoir s'ils sont exposés vraiment à la poussière de bois, qui est de faire venir un organisme de contrôle et tous les ans de contrôler l'exposition à la poussière de bois. Quand on a commencé à travailler avec le dirigeant, on arrive dans son évaluation des risques sur ce sujet-là, il nous dit attendez, ça me coûte trop cher. Oui, parce que c'est vrai que ça coûte cher. C'est un contrôle réglementaire qui coûte cher. Mais là, on lui a mis le risque. Il dit mais le risque, il est énorme. Ça signifie que demain, au-delà du fait que vous avez peut-être un de vos salariés, donc il y a un devoir moral, qui va peut-être déclencher un cancer des voies aériennes supérieures, je ne suis pas sûr que vous ayez envie de l'avoir en tant que dirigeant et de gérer cette situation-là. Mais au-delà de ça, si vous ne faites pas tous les ans des mesures, et que malheureusement, dans 10 ans, un de vos salariés déclenche un cancer des voies aériennes supérieures, comme vous n'avez pas d'éléments de preuve qui dit que vous avez fait les mesures, il va se retourner vers vous, il va dire c'est forcément mon activité professionnelle qui l'a provoqué. Et donc vous devenez responsable en termes de garantie, etc. Donc l'évaluation des risques professionnels permet aussi de déterminer ce à quoi je veux me protéger.
Mais en fait, au-delà de ça, c'est un outil de pilotage et de management. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, se poser la question de « mais quand je travaille, je m'occupe véritablement de mes salariés et il n'est pas normal que quelqu'un souffre psychologiquement au travail. Il n'est pas normal que quelqu'un soit en arrêt de travail parce qu'il se blesse, etc. Et que ce que je veux générer, c'est un espace où, certes, on produit, certes, on est rentable, c'est-à-dire tout le monde gagne de l'argent et je paye les gens, mais en même temps, je ne les blesse pas, de quelque manière, et je mets en œuvre ce qu'il faut, c'est quand même accessoirement de la responsabilité et de la responsabilité saine. Hein. On parle de RSE. Moi, quand on parle de RSE, c'est exactement ce que j'allais dire. Quand on parle de RSE et qu'on parle de protection de l'environnement, sachant que je suis convaincu sur le sujet, très bien. Mais la première responsabilité sociétale des entreprises, c'est d'assurer la protection des gens qui travaillent. Des gens qui bossent pour elles, bien sûr. Et le document d'évaluation des risques professionnels sert à ça, sous réserve de l'utiliser de manière juste. Alors, l'utiliser de manière juste, c'est quoi? C'est déjà et d'une, c'est surtout pas faire ce qu'on appelle en facteur humain du prescrit. Prescrit, c'est la procédure. Je vous dis que vous devez mettre le casque dans tel endroit. En fait, vous avez plein de situations où quand tu regardes la personne bosser, il ne peut pas mettre un casque à cet endroit-là. Il voit rien et il risque de se blesser. Donc en fin de compte, dans l'évaluation des risques professionnels, on doit travailler sur l'activité qu'exercent réellement les gens. C'est-à-dire, ça signifie observer. Alors on n'a pas besoin d'un tiers extérieur pour observer. Mais c'est à un moment donné se dire, comment tu travailles? Pourquoi tu travailles de telle manière? Est-ce qu'on peut améliorer les choses? Et quand tu travailles de cette manière-là, tu le fais comme ça parce que tu as toujours fait comme ça, ou est-ce qu'on peut changer les choses? Donc en fait, on observe la situation de travail. J'allais dire, c'est le syndrome du mec qui met pas de gants parce qu'en fait, il n'arrive pas à choper une vis avec ou voilà quoi. Bah, c'est-à-dire que oui, c'est-à-dire que tu dis à quelqu'un tu mets un gant et tu lui donnes des gros gants et en fait il peut pas, c'est ça. Il peut pas toucher un petit objet, etc. Bah oui, il va ôter son gant. C'est la même idée. C'est le problème du travail en hauteur sur les échelles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu dis à quelqu'un vous ne devez pas travailler sur une échelle parce que certes c'est dangereux, mais alors il faut lui proposer l'alternative. Ou alors on arrive au paradoxe. Vous avez peut-être des gens qui nous écoutent qui sont dans cette situation-là. J'ai un copain un jour que je mobilise chez moi pour faire travailler sur mon toit, fait de la zinguerie, etc. Donc c'est une entreprise, etc. Il vient bosser, il est tout seul. Il fait 40 degrés, je l'observe, je lui dis mais il est tout seul sur le toit, 40 degrés, toit en pente, etc. Et il bosse tout seul. Non, il a dit ça va pas. Cyril, je lui dis c'est pas possible. Tu as vu le risque que tu prends. Non amarré, etc. Enfin, tu sais, il y a un truc qui s'appelle le code du travail, l'évaluation des risques professionnels. Il me dit ah oui, mais c'est pour ça que j'ai pas de salarié. Je suis indépendant, je suis tout seul, donc en fait, je fais ce que je veux. Tu fais ce que tu veux, mais enfin bon, tu te mets dans une situation qui est véritablement un risque. Et aujourd'hui, il a bossé chez moi il y a des années, je le revois encore aujourd'hui, il est toujours dans cette situation. Pas de salarié, et il s'expose, lui, en termes de risque, en fait, donc il fait même pas d'évaluation des risques professionnels pour lui. Donc c'est un outil de pilotage et de management si c'est fait intelligemment. Parce qu'à ne pas le faire intelligemment, c'est typiquement, vous avez des représentants du personnel, vous avez un syndicat qui a décidé de vous casser les pieds, ça peut arriver malheureusement, sur un sujet parce qu'il est en désaccord. Dans la négociation, il met le risque professionnel. Et vous dites non, mais là, sur ce risque-là, nous sommes alors vous utilisez des systèmes de cotation, vous dites que sur ce risque-là, j'essaie de le coter, parce qu'on aime bien chiffrer les choses, vous le cotez en rouge. Rouge, et vous dites que dans votre méthode d'évaluation des risques, qui vous appartient, il n'y a pas de méthode type, on peut en faire plein, vous dites que rouge est égal à très grave. Et comme vous ne voulez pas affronter vos syndicats, vous acceptez de dire oui, bon, si vous pensez que c'est rouge, on va le mettre rouge. Ok, mais alors vous mettez une action. Si vous pensez que vous avez un risque très grave, vous mettez tout de suite une action. Parce que si demain, il y a le moindre accident sur le sujet, on va dire, mais vous saviez que votre risque, il était très grave. Et donc, pourquoi vous n'avez pas mis d'action? Donc, cette évaluation du risque professionnel est vraiment un acte managérial. Donc, pour répondre à ta question, parce que je n'ai pas oublié ta question de départ, c'est comment on fait pour débuter sur le risque professionnel. Déjà et d'une, il y a un moment donné, la question de l'évaluation des risques professionnels, comme tous les sujets du risque, doit commencer par se poser au plus haut niveau de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est un sujet de dirigeant. Qu'après, il y a une dimension technique, oui. Mais au point de départ, c'est un sujet de directeur, de dirigeant, de responsable de site, en disant, est-ce que déjà vous avez conscience des enjeux, de votre responsabilité, des priorités? Qu'est-ce qui vous inquiète? Sur quoi vous voulez travailler? Pour avoir accompagné des situations d'accidents mortels, le jour où ça arrive dans une entreprise, là, on prend cher. C'est-à-dire que l'entreprise commence à se rendre compte de la déstabilisation que ça représente. Donc, il faut vraiment le mettre au bon niveau en disant, voilà, c'est quoi vos enjeux? Clairement, moi, je le positionne au niveau de la stratégie de l'entreprise, en fait, quoi. Oui, clairement.
Après, il y a une dimension technique, c'est-à-dire qu'on ne va pas demander aux dirigeants d'aller... Dans la stratégie aussi. Hein. Bah oui, on ne va pas demander aux dirigeants, c'est la même chose au niveau financier. Bah oui, c'est ça. Je fais de la stratégie financière, mais je ne vais pas demander aux dirigeants de rentrer dans le détail de la déclaration de TVA. Enfin, c'est pas sur ce sujet. Mais là, c'est la même idée. Je positionne au bon niveau stratégiquement, je le porte, et après, derrière... Ben, je le décline techniquement, c'est-à-dire qu'il y a des éléments d'évaluation du risque, il y a des aspects techniques, il y a des process à mettre en place, il y a du renforcement de matériel, ça c'est du technique. Et c'est quelque chose que je le positionne au bon niveau. Et je pense que c'est quelque chose que je peux valoriser dans mon rapport de durabilité par la suite, pour tout ce qui est RSE, de pouvoir expliquer que j'ai une vraie démarche active de prévention des risques et justement de prendre soin de mes ressources humaines, quoi. Ça, pour moi, on est totalement dans la vraie démarche RSE, qui est pas de faire une jolie brochure avec une plante verte dessus, quoi. Hein. Alors j'aime bien ton expression sur la durabilité. Moi, c'est un élément qui m'a toujours choqué. J'ai découvert le monde de l'entreprise il y a maintenant, au travers du CJD, mais clairement, avant j'étais fonctionnaire, donc je crée l'entreprise donc en 2010. Et donc forcément, comme tout entrepreneur, je me suis retrouvé au contact de comptables que je connaissais pas. Je me suis retrouvé au contact de financiers, de banquiers, etc. J'ai échangé avec des fonds d'investissement, etc. Enfin, et ce qui me bluffe encore aujourd'hui, c'est que jamais personne, et je n'ai jamais vu de situation où on m'a demandé de faire, avant un accord de financement, avant quoi que ce soit, on n'a pas jamais demandé de faire une évaluation du risque de manière large à 360. Parler de risque financier, est-ce que je suis capable de payer derrière, etc. Mais concrètement, aujourd'hui, ce qui peut paralyser une entreprise, c'est un accident du travail grave. Ce qui peut paralyser une entreprise, c'est une défaillance sur sa production parce que elle a perdu telle machine, etc. Tout autant qu'un défaut de paiement de tel client ou une mauvaise stratégie commerciale à un moment donné, etc. Et en fait, on n'utilise pas assez, je trouve, dans nos modèles, les approches, on parle de risque management, mais les approches risques, l'évaluation des risques professionnels, l'évaluation des risques sur la marque, l'évaluation des risques sur la prod, etc., pour à un moment donné dire, est-ce que cette entreprise est véritablement durable? Le terme, il est bon. Est-ce qu'elle est dans un rachat rachetable? Est-ce qu'elle peut grandir, etc. En fait, on ne le fait pas assez. Ça, nous, c'est quelque chose qu'on intègre systématiquement. Tu sais, on fait beaucoup de levées de fonds et on fait des dossiers de financement. En fait, on fait des dossiers de financement complet et donc j'ai des matrices en fait pour faire ça. Et dedans, en fait, je mets pas juste un prévisionnel d'activité. Dedans, j'ai une matrice SWOT dedans. Donc force, faiblesse, opportunité, menace. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est assez bien perçu au niveau des comités d'engagement. Ça me semble important. À savoir qu'en fait, il faut le dirigeant, tu lui dis, bah voilà, en fait, on va expliquer qu'est-ce qui va se passer dans le pire des cas pour votre entreprise. Il dit, ouais, mais attendez, vous allez leur faire peur. Je dis non, au contraire. Moi, je vais précisément expliquer c'est quoi les risques de votre business et comment est-ce qu'on va y répondre pour les minimiser. Et si vous avez le choix entre quelqu'un qui va trouver un expert comptable, qui va lui faire un joli prévisionnel et qui va dire dans 3 ans on va tout péter, on va faire des résultats à gogo, et l'autre qui dit écoutez, c'est pas Disneyland. Nous, on connaît notre business, voilà, ce sera comme ça. La marge, je veux dire, le résultat net après impôt, il va devenir positif au bout de 3 ans parce que l'histoire de la vie, c'est ça. Et en attendant, bah voilà, comment est-ce qu'on va faire pour pas mourir? Bah moi, j'ai plus de facilité de prêter du pognon au deuxième qu'au premier, tu vois. Et si je rajoutais dans cette analyse SWOT, sur ce même client, dans son évaluation des risques professionnels, qui est une obligation réglementaire, il en a fait un vrai outil de pilotage, et aujourd'hui, il arrive à gérer ses risques, etc. Et on sait déjà que sur les risques professionnels, il y a risques psychosociaux, etc. Il est en maîtrise des risques. Que sur la question de sa continuité d'activité, il s'est déjà posé les questions des enjeux. Et si demain, son bâtiment principal qui est à tel endroit brûle, pas de chance, ça peut brûler, et qu'il perd ce bâtiment, il sait tout de suite rebondir, et dans la semaine qui suit, il sera reproduire à tel endroit. Il s'est posé toutes ces questions-là. Que globalement, il a identifié qu'une de ses fragilités, c'était sa fonction de dirigeant, mais que concrètement, il a déjà une réponse. Dans les process, il y a le numéro 2 qui sait faire, et financièrement, il y a un montant garanti. Etc. Enfin, si tous ces éléments-là sont abordés, ça veut dire en fait qu'on gère son entreprise avec maturité. En fait, le terme que moi j'ai envie de sortir là, c'est on la gère avec maturité, on a conscience des risques qu'on a, on en a tous. Il y a ceux qu'on vit avec, ceux avec lesquels on est prêt à vivre, excusez-moi, c'est pas trop commun, mais ceux avec lesquels on est prêt à vivre. Très bien.
Il y a ceux où on dit, là, on a mis quelque chose, on a mis une mesure. Et puis il y a ceux où on se dit, bah là, en fait, on ne peut pas l'accepter. Et ne pouvant pas l'accepter, il va falloir qu'on engage quelque chose, ou alors, pendant quelques temps, on sera en difficulté sur le sujet. Donc ces questions d'évaluation des risques professionnels, on peut les aborder de manière beaucoup plus large, en fait. Et le financier, forcément, rentre dedans. Ouais, c'est clair. Moi, je le vois, on fait de l'entreprise en difficulté. On a une spécialité en entreprise en difficulté. Et alors, clairement, là, nos deux métiers se rejoignent. Parce que, généralement, quand on est sur de l'entreprise en difficulté, il y a quand même une notion de crise à un moment ou à un autre. Oui. Donc, là, je pense qu'il y a quelque chose qui est important, et moi je le fais beaucoup, on en a déjà parlé dans une autre vidéo, c'est que je fais beaucoup de prévention en expliquant à mes clients qu'est-ce qui va se passer. Simplement de leur dire, bah voilà, en fait, là on est en train de parler de procédure collective, redressement judiciaire et tout ça. En fait, tout ça, ça va consister à prendre votre société et la mettre sous la protection de la justice de manière temporaire. Alors vu qu'en fait on va priver vos créanciers d'un certain nombre de droits, eh ben, il y a des garde-fous à ça. Il ne faut pas que vous puissiez faire n'importe quoi. Et donc, on va vous mettre des gens qui sont un peu là pour représenter les créanciers à qui on a enlevé les droits. Ces gens-là s'appellent des mandataires judiciaires, mais ils ne sont pas contre vous. Ils sont pour les autres, ce qui n'est pas la même chose. Voilà. Mais ils ont tout intérêt à ce que vous viviez. Voilà. Et en fait, le fait déjà d'anticiper les difficultés en disant, ben voilà, si à un moment ça devient trop compliqué, sachez que ces dispositifs, ils existent. Mais il faut pas venir me voir trop tard, parce que si vous venez une fois que vous avez complètement enterré le truc, parce que vous avez le mur des PGE. Le mur des PGE, ça, en ce moment, on voit quand même assez bien ce qui se passe. Le prix de l'électricité qui a fait x3. Ben ça, clairement, c'est quelque chose qui est important. Et ça, on en tient plus compte dans les réunions de bilan également, parce que quand on décompose la structure de charge dans une présentation de bilan, bah, je vais dire, bah voilà, votre masse salariale, elle représente tant de % de vos charges, votre électricité, elle représente tant de % de vos charges, et on peut faire ce qu'on appelle des analyses de sensibilité, c'est-à-dire une simulation de dire, bah, si maintenant cette charge, elle augmente de 20%, ben voilà, on peut le faire dans deux sens. Voilà quel sera votre résultat à la fin. Ou alors voilà quel devrait être le niveau de produit que vous devriez avoir pour faire le même résultat à la fin ou pour le compenser. Et ça, c'est intéressant. Ça s'appelle la sensibilité. Donc, je bloque en fait une valeur et je fais tourner tout le reste et je regarde ce qui se passe. Donc ça, c'est de la simulation de sensibilité. Et ça me paraît important. Et il y a quelque chose que tu m'avais appris pendant le Covid, justement. On avait beaucoup parlé de tous ces sujets. Et sur l'entreprise en difficulté, c'est un truc qui me sert énormément. C'est la réflexion et la compréhension de comment est-ce que mes clients prennent leurs décisions. C'est-à-dire ? Et je porte beaucoup d'attention à la façon dont mes clients, qu'est-ce qui guide leur choix ? Pourquoi est-ce qu'ils vont prendre certaines décisions ? Et tu avais notamment attiré mon attention sur le fait qu'un dirigeant, il a toujours une prévalence pour l'action. Oui. Il va vouloir, quand ton entreprise est en difficulté, c'est que tu vas forcément penser, et je peux le dire en toute franchise parce que voilà, moi j'en ai pété une, tu te dis j'ai mal fait les choses, j'ai pas été bon et tout ça, et donc tu perds le contrôle. Et toi, ton obsession, c'est de reprendre ce contrôle pour dire maintenant on va tout péter, c'est moi qui ai raison et tout ça, et il faut que je sois bon pour me prouver à moi-même, me prouver aux autres que je suis pas con, que j'ai bien fait les choses. Et pour ça, il faut que je prenne une décision. Et en fait, de temps en temps, je dis à mes clients, ben, maintenant, on va juste réfléchir à quelles sont les décisions qui doivent être prises et quand. Et en fait, on fait justement cette espèce de rétro-planning en se disant, ben voilà, notre objectif c'est ça. Donc on va rajouter de la visibilité dans tout ça en disant, bah voilà, là pour l'instant, c'est le bordel, c'est sûr. Mais on veut sortir du bordel, et pour sortir du bordel, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça pour arriver là. Et maintenant, quelles sont les décisions qu'on doit prendre pour faire ça ? Et de là, de comprendre, quand je dis comprendre comment les décisions sont prises, quand je suis dans une entreprise familiale, tu vois, c'est notamment, j'ai beaucoup travaillé dans la viticulture. Et les viticulteurs, la plupart du temps, ils font ça de parents aux enfants. Avant, on disait de père en fils, mais maintenant, il y a beaucoup de filles qui se lancent dans la viticulture, c'est super. Et on a justement ce truc, si je plante la boîte, j'ai pas planté la SARL, si tu veux, ou le ARL, ou je sais pas quoi. En fait, j'ai planté l'histoire de la famille, quoi.
Et je me retrouve à faire des trucs totalement irrationnels parce que je suis là-dedans. Et moi, il faut que je comprenne ça. Parce que du coup, j'ai pas les mêmes outils pour traiter, pour traiter la SARL que tu as montée il y a 2 ans, et si elle plante, bah, c'est con, mais c'est comme ça. Ou celle que tu as créée que papy, arrière-grand-papy, il a créée en 1896, et voilà. C'est quoi ta vision par rapport à ça? Alors, c'est sûr que là, tout d'abord, on a abordé un sujet et que tu intègres dans ton analyse sur les sociétés à risque, qui est en fait les analyses, on va dire, de démarche de prévention. Ouais. C'est-à-dire, à un moment donné, on pèse, on regarde sa société, on fait une analyse du risque. Il faut la faire à 360 degrés. On a tendance à séparer les métiers. D'ailleurs, il y a une définition du risque qui est assez intéressante. Le risque est l'effet de l'incertitude sur l'atteinte des objectifs. Et là, on voit qu'on touche à des questions financières, des questions de risque professionnel, sécurité informatique, etc. Et à l'échelle, même sur une petite structure, en fait, il faut se poser la question de ce 360 et voir dans quel sujet on met des démarches de prévention, etc. Ok, ça c'était, je dirais, notre premier sujet avec tu as évoqué le RGPD, votre analyse financière et comptable avec cette sensibilité et cette matrice SWOT super intéressant, et l'évaluation des risques professionnels, etc. Bon. Ça, c'est un premier travail, à mon avis, c'est super important pour un dirigeant. Et là, tu évoques un deuxième sujet, c'est nous sommes confrontés à une situation qu'on n'avait pas prévue. Ou du moins, on est dans une situation extrêmement difficile. Typiquement, tu cites les exemples des sociétés en difficulté. C'est dramatique parce que justement, quand on est en difficulté, on cherche plus d'aide parce qu'on veut plus dépenser d'argent. Alors qu'en fait, c'est là qu'on aurait besoin d'aide. Besoin d'aide de 2 manières, et d'une pour se renforcer en démarche de prévention, parce qu'il y a un moment donné, analysons encore plus le risque dans un contexte urgent et mettons-les en place. Mais globalement, quand on est en difficulté, je vois assez avec des clients, etc. Enfin, concrètement, tout le monde vous lâche. Donc la banque va commencer à dire je réduis mes garanties, etc. Alors, en fait, c'est le moment où on devrait venir bétonner, en disant on va vous protéger encore plus pour que vous puissiez rebondir, et pas que sous un angle financier. Sous un angle aussi, c'est pas le moment d'avoir un accident du travail. C'est pas le moment d'avoir une chaîne de production bloquée par l'inspection du travail parce que j'ai un gars qui s'est coincé la main dans une machine, parce que j'ai pas mis en place la petite mesure de protection et le petit capot, parce que c'est pas le moment d'investir à 200 € de plus parce que je mets des verrous partout. C'est pas le moment que ça nous arrive. Parce qu'on est vraiment déjà exposé. Et après se pose la question de la décision. Très intéressant en fait, c'est quand tu évoques le sujet de l'exemple de l'entreprise familiale. Dans une situation qu'on n'a pas prévue, qu'on va appeler de crise. Bon, après, qu'est-ce qu'on appelle une situation de crise? C'est très très vague. Moi, ça peut être convenir à nos auditeurs peut-être une définition assez simple, peut-être très basique. C'est-à-dire, si je suis confronté à une situation où la réponse à la question qu'est-ce que je dois faire et que se passe-t-il, j'ai du mal à y répondre facilement, c'est que je commence à être dans une situation de crise. C'est que j'ai besoin, à un moment donné, c'est que je fais face à une complexité et que j'ai besoin de regarder le problème différemment. La question des enjeux. C'est intéressant, ça. Et donc, la question des enjeux. Il y a des enjeux réels, il y a des enjeux perçus, et puis il y a des enjeux qui me sont propres, mais qui pourtant sont importants. Typiquement, je ne suis pas de la société familiale, donc l'enjeu du rapport à la filiation, bon, vite, c'est pas mon sujet. Pourtant, c'est un enjeu réel qui appartient au dirigeant et qui est important pour lui. C'est dirigeant, dirigeante. Le perçu, c'est plus subtil, c'est que de temps en temps, on a l'impression que quelque chose est très important et qu'en fin de compte, ça n'est pas tant que ça. Ça n'a pas tant que ça. Et d'ailleurs, une autre manière de percevoir les situations dites de crise, c'est de dire que pour qu'il y ait crise, il faut qu'il y ait un enjeu. Pour qu'il y ait crise, il faut qu'il y ait une pression temporelle. Et pour qu'il y ait crise, il faut qu'il y ait complexité. Donc, un des moyens de l'appréhender en termes de prise de décision, c'est de dire, est-ce que c'est vraiment grave? Est-ce que je peux relativiser l'enjeu? De quelle manière? Qu'est-ce que je risque? Tu l'évoquais sur ton risque entrepreneur, à un moment donné, t'es posé la question de si ça marche mal, qu'est-ce que je risque? Je continuerai à manger, j'aurai ceci, j'aurai pas de problème de santé, etc. Donc, c'est une manière de relativiser aussi l'enjeu. Deuxième question, c'est la pression du temps. Parfois, on se met une pression du temps qui n'est pas juste. Est-ce que vraiment je dois décider là? Est-ce que j'ai pas un peu de temps? À quel moment la décision est pertinente, etc. Donc je peux jouer sur le temps. Et la complexité, c'est d'analyser et de comprendre ce qui se passe. Tu disais en introduction, tu as besoin de comprendre comment ton client réfléchit ou décide, etc. Oui, typiquement, comprendre comment nos parties prenantes réagissent sur un sujet, c'est aussi important. Parce que si je le comprends, je vais aussi l'analyser différemment, etc. Donc j'ai besoin
d'analyser la situation. Et pour comprendre une situation complexe, je peux pas être seul. Et donc le dirigeant ou la dirigeante qui est confronté à une situation difficile ou en tension, la boîte se va mal, typiquement, a tendance à se rétracter. Je joue mon ego, donc je me réfugie, donc je reste tout seul. Puis je veux pas en parler à mon équipe parce que je veux pas les inquiéter, donc je reste tout seul, etc. Ouais, puis quand tu es dirigeant d'entreprise, tes clients, tes fournisseurs, c'est tes potes. Ouais. Donc je me sens redevable auprès de tout le monde. Donc je reste seul. Je réfléchis de mon côté, mais seul. Et je confronte pas les points de vue. Or, on sait, je veux pas théoriser, mais en fait, aucun être humain n'est à la hauteur seul d'une situation complexe. Pour comprendre la complexité, on va pas faire de philo, mais on pourrait citer Edgar Morin sur le sujet. Pour comprendre la complexité, en fait, Edgar Morin dit que la complexité, c'est un nœud inextricable. Pour défaire un nœud inextricable, j'ai besoin d'être plusieurs regards. Le regard de mon expert comptable, le regard d'un ami, le regard d'un collègue, le regard de quelqu'un de l'équipe, etc. Mais sauf que dans ces situations, comme je me sens investi d'eux parce que je suis décideur, je me rétracte. Et donc, si tu veux, sur ces éléments d'aide à la décision, il y a des méthodes. En fait, des méthodes pour, à un moment donné, éviter de s'enferrer dans ce qu'on appelle la préférence pour l'action. L'effet tunnel. La préférence pour l'action, c'est quelqu'un confronté à une situation difficile a tendance à vouloir agir par lui-même. Alors qu'en fait, on devrait prendre du recul. C'est très difficile de voir ta situation autrement qu'au travers du prisme des difficultés que tu rencontres. Ça, c'est clair. C'est évident. C'est évident. Ouais. C'est évident, surtout qu'on aimerait avoir des bonnes nouvelles qui nous rassurent, parce que l'être humain a tendance à chercher à réduire son anxiété. Je reviens sur ce que j'évoquais. Ouais. Et forcément, on va rentrer dans cette spirale-là, qui est de dire je ne vois que le côté négatif, je m'isole et je cherche pas le regard différent et je cherche pas l'avis contradictoire. Le CJD était intéressant pour ça, en créant ce qu'on appelle les groupes d'aide à la décision. Ouais. Alors pour ceux qui connaissent pas, ce mouvement avait créé en fait la possibilité pour un entrepreneur de dire de manière offensive dans une dimension positive ou de manière défensive, je m'adresse plus aux auditeurs parce que Charlie connaît bien, de dire je réunis de mes pairs entrepreneurs et je leur pose ma problématique, je sais qu'ils seront en fait dépassionnés par rapport au sujet. C'est une manière d'appréhender la complexité, en disant je cherche ce regard différent, etc. Donc cette question de la mécanique de la prise de décision quand je suis confronté à une situation de difficile, de crise où je ne sais pas quoi faire, sur un sujet que j'ai pas anticipé, dans tous les cas, la première clé, c'est de ne pas rester seul. La deuxième clé, c'est d'introduire de la méthode. Parce qu'en fin de compte, quand on est confronté à une situation qu'on perçoit comme dangereuse, qui nous menace, très rapidement, on va penser action. Donc très rapidement, on va se dire, je vais faire ça. Mais pourquoi vous le faites? Et donc, une des vraies difficultés, c'est de mener un vrai travail de réflexion, d'anticipation, en se disant mais qu'est-ce qui peut m'arriver, jusqu'où ça peut aller, si j'extrapole, etc., quel pourrait être le scénario, quels pourraient être les comportements, pour qu'à un moment donné, on donne du sens à son action en disant en fait, moi, ce que je veux pas qu'il m'arrive, c'est ça. Donc, pour que ça ne m'arrive pas, voilà mes objectifs. Et de ces objectifs déclinent des actions. Ouais. Et ce processus-là, pour le mettre en place, c'est super difficile, parce que quand on est confronté à une situation difficile, on va vouloir agir tout de suite. Voilà, j'espère que ça éclaire. Voilà, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, et c'est vrai que il y a une notion en fait, il faut différencier l'urgent de l'important. Oui. C'est ça, c'est que la maison, elle brûle pas forcément aussi vite qu'on veut bien le penser. Et il y a beaucoup de choses qui, la plupart du temps, c'est aussi un principe dans la vie. Moi, souvent, je rentre le soir, je dis, écoute, Charlie de demain, il a qu'à se démerder avec ça. Je veux dire, c'est voilà. C'est une expression intéressante. Que j'ai piqué à Albert Moukaïber, qui est un gars qui travaille sur les neurosciences. C'est un chercheur en neurosciences, et ce gars-là, en fait, il a dit plein de choses super intéressantes. Sur YouTube, il a plein de vidéos qui sont sympas. Ouais. Il y a en parlant de la maison qui brûle, il y a un de vos services que j'aime bien, qui est le H24. Et ça, je trouve qu'en termes d'anticipation, c'est intéressant parce que c'est quelque chose de plutôt simple et qui peut désamorcer énormément de situations, quoi. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Ouais.
j'ai essayé de l'expliquer simplement et de l'expliquer pourquoi on l'a construit comme ça, hein, parce qu'en Ouais. fait, c'est peut-être ce qui est plus intéressant. Tout service H24 est une forme d'abonnement qui comprend deux grandes dimensions, une dimension veille et une dimension appui. Ouais. La dimension veille, on appelle ça veille multifacteur, mais en gros, on va veiller différentes dimensions qui peuvent impacter l'organisation, et puis après on va être vigilant à tout ce qui pourrait impacter de manière assez large. Donc veiller, c'est déjà, on va veiller médias sociaux, mais pas sous l'angle marketing. Nous, ce qu'on veille, on a même des petites structures ou des structures plus grosses qui ont des structures marketing qui ont quand même ce service-là, parce que nous, ce qu'on veille, c'est le nom de la marque, le nom du dirigeant, et ce qu'on va chercher, c'est le bad buzz. C'est le bad buzz. Ouais. Donc typiquement, moi, mon équipe veille le nom de l'entreprise et mon nom. Je suis jamais sur les réseaux pour savoir si quelqu'un dit du mal de moi. C'est pas mon sujet. Parce que globalement, je sais que s'il y a un problème, on va m'appeler. Parce que quelqu'un le fait pour moi. Donc, j'ai jamais. Donc, en fait, c'est en termes de charge mentale, la question de la réputation de mon entreprise et de la réputation de mon nom, parce que je suis forcément associé à l'entreprise, c'est pas mon sujet. J'ai aucune charge mentale avec cette dimension-là, parce qu'on le fait pour moi. Bah, typiquement, pour moi, c'est important parce que je suis que sur LinkedIn, mais j'ai aucun autre réseau social, quoi. Oui, et mais voilà. donc en même temps, si tu ne sais pas, si quelqu'un va pas aller sur tel réseau et puis dire Charlie, Voulot, je l'ai vu à un concert, mais en plus c'est un expert comptable. Alors qu'est-ce qu'il est mauvais en expert comptable Ça ne veut pas dire qu'il faut réagir d'ailleurs, hein. Ça c'est un autre sujet. Au moins, il faut le savoir. Mais le savoir est quand même assez intéressant. Ouais. Et typiquement, comme en tant que dirigeant, de mes caractéristiques, c'est que je doute. Ce qui est à mon sens une posture intéressante, mais j'ai toujours besoin un petit peu de savoir comment les choses évoluent. J'ai plus cette charge mentale, parce que sur ce sujet-là, j'ai pas besoin d'aller vérifier. Ouais. Deuxième élément dans cette veille multifacteur, on fait une veille aussi sur les alertes cyber. Alors pas sur les alertes cyber au sens il y a tant de taux de pénétration dans l'entreprise, etc. Parce que là c'est hyper technique et toutes les entreprises en ont pas besoin. Mais ne serait-ce que vous avez une très belle agence en France qui s'appelle l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui est publique, qui est plutôt dévolue à protéger les grandes entités publiques, plus les opérateurs, ce qu'on appelle les opérateurs d'importance vitale, donc les structures privées très importantes, mais qui en relaient énormément d'informations et d'appui, y compris vers toute entreprise. Et typiquement, l'ANSSI relaie en fait régulièrement des alertes sur les problématiques de failles dans des dispositifs informatiques. Là, il y a eu une mise en cause là, sur l'Agence nationale du travail, je ne sais pas si vous avez suivi dans les médias, où concrètement, ils ont été attaqués, il y a plein de données qui ont été volées, et dernier retour dans la presse, c'était de dire, ah oui, mais en fin de compte, on se rend compte qu'ils savaient depuis 10 jours qu'il y avait une faille applicative ou logicielle, et que personne ne l'a pris en compte. Et donc, l'ANSSI relaie ces failles, et en fin de compte, nous on fait cette même veille pour nos clients, et on leur dit, attention, on vous transmet une faille, discutez-en avec votre informaticien si vous avez un informaticien interne, discutez-en avec votre prestataire informatique, mais c'est peut-être un élément important. Peut-être que vous n'êtes pas concerné, mais on se met en posture d'hypervigilance. Regardez. Et au passage, ça nous permet de rappeler régulièrement que c'est quand même un sujet important. Donc de distiller dans l'esprit de nos interlocuteurs, ils reçoivent un SMS, un mail ou un appel, dire... Rappelez à votre équipe que c'est quand même un sujet, parce qu'aujourd'hui, la menace... Moi, je ça sur mon smartphone, en fait, quoi. Voilà, c'est ça. En fait, nous, on fait un relais automatique, on dit, attention, vous avez une alerte ANSSI, on l'analyse un petit peu, mais on va surtout pas sur le volet technique, et on dit, voilà, à notre avis, contactez le prestataire informatique ou pas, si vous n'êtes pas dans tel domaine spécialisé, c'est des applicatifs qui sont utilisés que là, enfin, on sensibilise. Et troisième type d'alerte, c'est une alerte météorologique. Et là, l'alerte météorologique, vous allez me dire, on en a plein. Alerte orange, alerte rouge météo France, quand je suis vigilant, etc. Alors, je vais donner 2 exemples clients pour comprendre l'intérêt. Il y a 10 jours, là, il y a eu pas mal d'inondations, nord de la Moselle et Alsace. Nous, donc, on travaille, on fait cette vigilance météorologique et un de nos clients, on l'alerte en disant, voilà, écoutez, fin de matinée, manifestement, ce que nous laisse penser les alertes météorologiques, c'est qu'à côté de tel site, à tel endroit, vous risquez vraiment d'avoir un problème de débordement. Est-ce que ça va bloquer le site ou pas? Je ne sais pas. Dans tous les cas, ça vaut peut-être le coup de vous poser la question des accès, peut-être d'arrêter des livraisons, peut-être de dire à vos salariés de partir plus tôt, ou peut-être protéger certains éléments. Retour du dirigeant le soir, c'est un petit message en disant « Je vous remercie, je vous ai pas cru parce que c'est jamais arrivé, et pourtant on était à 2 doigts d'inonder nos transfos, donc de paralyser le site. »
là, l'enjeu, c'est rebelote, c'est de se mettre en posture d'hypervigilance. Et ce qu'on d'ailleurs, on travaille actuellement, nous, avec notre équipe là-dessus, sur cette alerte météo. Si on attend qu'une alerte orange arrive à l'échelle du département, on arrive trop tard. C'est-à-dire que nous, notre enjeu, c'est de dire le plus tôt possible à l'entreprise, là, le sujet, vous entendez peut-être dans les médias, etc., pour vous, vu votre métier, ça vaut le coup que vous vous posiez des questions, que peut-être que vous rangiez un peu plus de matériel, peut-être que vous fassiez une tournée dans la nuit, etc., parce que ça peut être un sujet qui est très, très impactant. Ouais. Et l'autre exemple client qu'on a eu sur ces alertes météo, donc là, je vous citais l'exemple de l'inondation, et ça y est, tu vois, c'est le cas du direct, je me souviens plus de l'exemple. Il reviendra. Ah bah voilà, il reviendra. Donc ça, c'est les exemples de veille, ou alors, typiquement, quand on avait les problématiques de risque de coupure électrique, tous nos clients abonnés, on les a réinterpellés, on leur disait attention, projetez-vous en amont, les stages, etc. Projetez-vous en amont, posez-vous ces questions-là, etc. Quand le site OVH a cramé, on est allé voir, on a contacté nos clients en leur disant attention, on vient de voir qu'il y avait ce site-là, vous êtes peut-être pas au courant, allez voir si votre site internet n'est pas paralysé, ceux qui font de la vente en ligne. Si t'as un site marchand, c'est chiant, quoi. Voilà. Voilà. Et certains nous l'ont dit, non, en fait, j'avais pas vu. Ah oui, parce qu'en fait, je regarde pas mon site tout le temps. Donc ça, c'est des postures de veille. Covid, en fait, on faisait des alertes quasiment quotidiennes, des notes de situation. Et puis, à côté de ça, il y a une deuxième posture qui est l'accompagnement, en fait, H24, qui est de dire, je suis confronté à une situation où la réponse à la question qu'est-ce que je dois faire ou que se passe-t-il? J'ai du mal à répondre. J'ai un numéro vert, j'appelle et j'ai quelqu'un qui va m'accompagner. Alors, ça ne va pas être un expert du métier. Nul ne connaît mieux son métier que notre client. On ne va pas être des avocats. C'est-à-dire, l'avocat, il a sa propre vision des choses, etc. On ne va pas être des assureurs. C'est pas ça le sujet. Nous, notre sujet, c'est d'appuyer méthodologiquement. On fait deux choses, en fait, dans l'appui. La première chose, c'est, vous me confrontez votre problème, moi, je suis dépassionné. J'ai pas d'enjeu. Et en plus, j'ai l'expérience de tous ceux que j'accompagne depuis 15 ans. Et en plus, quand vous m'appelez, j'ai mobilisé une équipe derrière. Et on est déjà 4 ou 5 à être au courant que vous avez un problème. Donc, on échange déjà entre nous. Et donc, quand vous me dites quel est votre problème, en fait, de manière assez neutre, comme un effet miroir, je vous dis, est-ce que vous avez pensé à ça? Est-ce que vous avez imaginé ça? Est-ce que vous avez pensé à tel type de scénario? Oui, parfait. Non, est-ce que ça vaut le coup de le creuser ou pas? Deuxième élément, c'est de dire, maintenant, vu la situation, quelle est l'urgence? Donc, est-ce qu'on doit relativiser la pression, etc. Et donnons-nous des points de rendez-vous. Ça peut être de dire on se retrouve dans 10 minutes, vu l'urgence. Ça peut être de dire on se retrouve que demain matin. Enfin, ça dépend de la situation. Et là, on va faire de l'accompagnement méthodologique en disant venez à 2, 3, 4, 5, votre équipe de direction, vos collègues. Et en fait, on va conduire votre raisonnement en vous obligeant à vous poser la question sur les faits, en vous obligeant à vous poser la question sur les impacts possibles, sur qui sont les parties prenantes. Est-ce que c'est des gens qui vont vous aider? Est-ce que c'est des menaces pour vous? Quels sont les scénarios possibles? Sur ces scénarios, qu'est-ce qu'il faut arbitrer? Sur cette base-là, quels sont vos objectifs? Quelles sont vos actions? Et comment vous les pilotez? Et donc, en fait, on va être en appui de cette manière-là, avec un modèle, je te disais en introduction, c'était un abonnement. À l'origine, ce service existe depuis 2011. Les boîtes existent en 2010, on l'a créé très très rapidement. Quand on a créé ce service, au début, on fonctionnait comme pas mal de confrères qui existaient sur le marché, beaucoup en communication de crise, fonctionnait avec un système de on vous payait une astreinte, et puis quand vous nous sollicitez, vous payez à l'heure. Tu payes à l'heure, en régie, Voilà, c'est format assez classique. Ça nous a posé deux grandes difficultés. La première, c'est que, en fait, on hésitait à nous appeler. Ah oui, parce qu'en fait, quand il fallait payer. Et donc, on rajoutait un frein. Déjà, je suis dans une situation difficile. Je ne sais pas comment traiter le problème. Je dois psychologiquement reconnaître que je fais appel à quelqu'un, ce que beaucoup de dirigeants ont du mal à faire. C'est-à-dire que c'est le premier frein, il est là. C'est en fait, mais mon ego va prendre une claque parce que je suis en train de montrer que j'ai besoin d'aide. Moi, je pense que c'est l'inverse. Cette marque d'humilité, de dire j'ai besoin d'aide, est une marque clairement une force, mais beaucoup ont ce frein-là. Et en plus, je dois payer. Donc, on s'est rendu compte que c'était un premier frein. Deuxième, c'est on a réfléchi nous à notre utilité sociale. Et à un moment donné, on s'est dit mais on a trouvé un mot simple. On s'est dit mais notre job à nous, c'est d'aider. En plus, bien, moi, je suis un ancien officier de sapeur-pompier, j'ai des collègues qui viennent de ce métier. Enfin, il y a un sens en fait, dans ce qu'on veut faire. Il y a un sens pour nous. Et donc, on s'est dit voilà, nous on veut aider. Et j'ai eu des collègues qui ont vécu cette situation, de commencer à accompagner. Et puis au bout d'un moment, de dire ah oui, mais si vous voulez que je continue à vous accompagner, il va falloir payer. Et en fait, ils n'arrivaient pas.
Ils n'arrivaient même pas à le dire. C'est-à-dire que c'est une relation de business, mais ils n'arrivaient pas à le dire. Il y avait comme un frein. Et donc, on s'est dit, non, il faut qu'on casse ces deux dimensions. Et donc, on a créé une forme d'abonnement qui est de dire, quelle que soit la sollicitation, c'est un coût annuel. Une entreprise ne fait pas appel à nous, elle aura de la veille, etc. Et elle ne fait pas appel à nous, tant mieux. Elle sait qu'elle s'en sort bien, mais elle sait qu'elle est quand même veillée derrière. Une entreprise fait appel à nous, on aura 5 jours d'accompagnement à ses côtés, ça ne lui coûtera pas plus cher, et en fait, cette année-là, elle sera gagnante. Et typiquement, j'ai un client comme ça, l'année dernière, qui s'était dit, oui, vous n'avez jamais sollicité. Il se dit, il a de la veille, oui, mais qu'est-ce que ça m'apporte, etc. On fait de la veille médias sociaux, il relativise et il dénonce le contrat. C'est les joies de tout business. Puis moins d'un mois après avoir dénoncé le contrat et 3 semaines avant la fin de son contrat, il fait l'objet d'une cyberattaque. Qu'il n'a pas osé nous dire, d'ailleurs. Il n'a pas osé nous appeler. Mais comme on fait de la veille médias sociaux et médias, il y a un moment donné, on l'appelle, on dit, mais on vient de détecter un truc dans le journal machin, etc. C'est un fake ou c'est une réalité? Ah oui, non, c'est une réalité, je suis un peu sur le pont depuis un moment. Alors, vous savez qu'on est là pour vous aider. Et on s'est mis en posture d'accompagnement, et bizarrement, il a re-signé le contrat derrière. D'un coup, il a renouvelé. Mais bon, le problème de tous ces sujets-là, c'est qu'on fait face à de l'incertitude. Donc, bien sûr, on pense que ça ne va jamais arriver. Oui. Je pense que ça va être le mot de la fin. À mon avis, la prévention, ça reste de l'optimisme parce que pour moi, c'est un levier de croissance. C'est la condition pour maîtriser la valeur, la création de valeur au sein de ton entreprise et faire en sorte que cette création de valeur, la valeur ajoutée dans une entreprise, la création de valeur, en fait, c'est de l'énergie, tout simplement. Et cette énergie, il faut comprendre d'où elle vient et surtout, il ne faut pas la laisser aller n'importe où. Parce que sinon, c'est de l'énergie, donc ça peut tout griller, quoi. Et je pense que tout ce qu'on vient de dire, tous les différents outils qu'on a présentés, il y en a d'autres, mais ceux-là me paraissaient intéressants à évoquer, surtout dans un contexte où on a quand même un rehaussement des défaillances d'entreprise qui en ce moment est extrêmement marqué. Je le disais. D'habitude, quand je vais au tribunal le mardi matin, quand il y avait 5 ou 6 audiences, c'était le bout du monde. Là, il y a des matins, il y en a 30, quoi. Je veux dire, on a une explosion en fait de défaillances d'entreprise. Et certaines, pas toutes, mais certaines sont évitables. Mais pour ça, il faut avoir le focus sur les différents éléments qu'on a pu voir, sur qu'est-ce qui se passe autour de moi, prendre conscience de mon environnement, prendre conscience de ce qui peut ne pas aller dans mon entreprise. Et c'est comme ça que j'arriverai à survivre là où les autres ne survivront pas et à faire en sorte que mon entreprise rentre dans une phase de croissance qui peut être économique, qui peut être sociétale, qui peut être de plein de dimensions différentes, quoi. C'est pour appuyer un peu sur le mot de la fin à l'aide d'exemples, de manière très concrète. Aujourd'hui, je déjeunais avec un ancien client qui vient de changer d'activité. Il m'a dit cette phrase-là. Il m'a dit, en fait, toutes les années, on a travaillé ensemble. Tu me libérais avec ta boîte du temps utile pour que je mette l'énergie au bon endroit. C'est-à-dire, je savais que le sujet risque, crise, etc. était pris en compte et que j'étais pas seul. Mais en même temps, j'avais mes actions, tu m'aidais à les piloter, à les lancer, mais moi, je consacrais mon énergie au bon endroit. Aujourd'hui, souvent, ce qu'on voit dans des entreprises, c'est pour mettre l'énergie au bon endroit, on ne traite pas ce sujet-là. Et je trouve ça catastrophique. Je vais vous donner un dernier exemple de veille. J'ai été interpellé dernièrement par une société qui a des transports de proximité, etc. Le risque qu'il a fallu vivre, c'est que vous avez eu des phénomènes météorologiques il y a quelque temps, un peu partout en France, arrêté préfectoral qui tombe le soir à 20h, qui interdit la circulation des poids lourds le lendemain matin, à partir de 6h du matin. Le dirigeant pas au courant, puisqu'il est chez lui, etc. Il a d'autres activités, il n'écoute pas les médias, il voit qu'il y a des risques de verglas, mais il n'est pas au courant. Tout d'un coup, un fournisseur l'informe et lui dit il y a un arrêté préfectoral, la circulation est interdite à partir de 8h demain matin. Il prévient ses équipes. Vous ne devez pas circuler après 8h du matin. Mais donc de 6 à 8, j'ai le droit de circuler. C'était dans cet ordre-là, quelque chose comme ça. Et bilan des courses, un de ces poids lourds part,
se plante. Pas de blessés, fort heureusement. L'assurance qui dit derrière, je vous garantis pas. Parce que vous n'aviez pas le droit de circuler. Vous n'avez pas le droit de circuler, ouais. Et si la personne, malheureusement, était décédée, il n'avait pas le droit de circuler. Il y avait un arrêté d'interdiction de circulation. Et bien, ce qui est paradoxal, c'est que à chaud, cette entreprise, elle a tout de suite dit, mais il faut que je mette en place un système. C'est-à-dire que moi, dirigeant, je ne peux pas prendre cette responsabilité. Je dis, bah oui, ça me semble un peu logique, vu ton activité, etc. Et concrètement, mettre un système de veille sur ce genre de choses, ça ne va pas te coûter cher au regard des 300 000 euros, parce qu'il en est à ce stade-là à peu près, que refuse de te prendre en charge l'assureur. Et au-delà de la responsabilité pénale. Et peut-être que ce sera aussi le mot de la fin sur peut-être notre échange, parce que beaucoup de dirigeants disent, oui, mais c'est une évidence, il faut qu'on bouge sur ces sujets-là. Et bien, cette entreprise qui a chaud, a dit il faut que je mette en place une mesure de prévention, 7 mois plus tard, en fait, elle ne l'a toujours pas mis en œuvre. Parce que le quotidien est repassé par là, parce que, mais bon, ça m'est arrivé une fois, ça ne reviendra pas, parce que, etc. Et en fait, avec beaucoup de recul, ça me choque. Ça me choque parce que je me dis, mais on voit les enjeux financiers et les enjeux humains et de responsabilité. Donc oui, je crois que c'est un vrai levier de performance d'appréhender les risques. C'est un levier éthique, c'est un levier moral, c'est un levier de responsabilité, mais c'est un levier de performance aussi, clairement. Aujourd'hui, c'en est un. Merci beaucoup Bertrand. Merci à toi Charlie. Merci pour avoir accepté cette invitation. C'était un plaisir. C'est sympa à faire comme ça. La prochaine fois, on va accueillir une société qui s'appelle Act for Transition. Et Act for Transition, eux, leur boulot, c'est de faire des bilans carbone. Et le bilan carbone, ça a été pendant fort longtemps l'apanage des gens qui voulaient faire du greenwashing. Et maintenant, avec les nouvelles obligations de durabilité, tout ce qui est CSRD pour les plus érudits, ou au moins les plus intéressés d'entre vous, ça commence à devenir un vrai outil central. Et exactement sur le même format que ce qu'on a fait aujourd'hui, je me suis posé la question de comment faire pour que ce bilan carbone, ça soit plus en fait un outil de conformité, de dire bah voilà, mon entreprise elle pollue tant, c'est chassé comme on dit en Alsace, mais pour faire un truc qui soit véritablement un outil d'amélioration continue. Et je pense qu'on va avoir un super échange avec eux sur c'est un beau levier de performance. Ouais, sur quels sont les avantages qu'on peut tirer de comprendre en fin de compte les externalités négatives de son entreprise au niveau environnemental et comment est-ce qu'on peut gagner en croissance, en profitabilité et également en responsabilité sociétale, bien évidemment, en utilisant ces différents outils. Je vous remercie beaucoup. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la diffuser à qui vous voulez. Vous pouvez mettre un petit j'aime si vous avez envie. Si vous avez envie de commenter, commentez. Et nous, on reste à votre disposition pour tous les besoins d'approfondissement que vous pourriez avoir par rapport à ce sujet ou par rapport à d'autres. À bientôt, à la prochaine.